Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier test tout simplement parce que après ce test-là, j'aurais testé tous les objectifs Fuji actuellement en vente, ce qui n'est pas rien, un projet que j'avais initié il y a presque 2 ans. Donc, revenons à nos moutons, le 50-142.8, c'est un zoom lumineux équivalent 70-200 en plein format et comme tous les zooms de ce genre-là, on est sur des objectifs qui sont relativement gros. Alors ici, on est face à une bête qui fait environ 18 cm. Donc comme vous pouvez voir, on est effectivement assez loin d'un objectif compact. Mais de toute façon, il n'y a aucun constructeur qui fait mieux. Je le dis souvent, mais un 70-200, c'est forcément un objectif encombrant. Mais c'est un objectif avec lequel on est aussi très exigeant. C'est un objectif qui est fait principalement pour faire du portrait, pour faire de la photo de concert, pour faire de la photo d'action, pour faire de la photo de sport. On peut faire aussi un peu de photo de rue volée avec ce genre d'objectif-là. Bref, c'est un objectif avec lequel on va faire beaucoup de choses, mais il va falloir qu'il réponde présent. Et on va voir si c'est le cas ici. Alors, déjà, on va commencer comme d'habitude par la présentation physique. C'est un objectif qui, comme vous pouvez le voir, a un collier ici de trépied pour que vous puissiez mettre le trépied ici. Donc, on est clairement déjà dans le type d'objectif où c'est pas le boîtier qui porte l'objectif, c'est l'objectif qui porte le boîtier. Donc, on est sur un objectif qui fait environ 1 kg, qui mesure à peu près 17,5 cm de long. Et comme vous pouvez le voir, il est relativement très bien construit cet objectif. Il a une bague ici qui est tout en métal, mais c'est le cas, c'est tellement banal chez Fuji que je le dis quasiment à tous les objectifs, mais tous les constructeurs ne font pas comme ça. On a ici donc la bague du collier qui est une bague qui peut se dévisser. Donc si je dévisse ici et ici, je peux enlever le pied. Et la bague ici, hop, il y a une bague de serrage, mais ensuite je peux, si je veux, hop, vous voyez, venir modifier la position. J'ai une bague d'ouverture crantée ici qui est crantée de 2.8 à f22 avec une position automatique. Une bague de zoom qui est extrêmement confortable, regardez comme elle est large, très agréable à utiliser. Elle n'est pas trop molle, donc elle ne va pas bouger toute seule. Il faut vraiment quand même un peu de pression pour la faire bouger. Et regardez, chose qu'on voit, quand on zoome, ça zoome à l'intérieur. Donc c'est un zoom interne et qui n'est pas externe, donc ça veut dire qu'en termes de tropicalisation et compagnie, c'est quelque chose qui est extrêmement bien construit et qui risque absolument rien. Et on a ici une bague de mise au point qui est aussi, regardez, moi j'ai un gros pouce et qui est aussi extrêmement confortable. On a bien sa place pour mettre les mains et elle est aussi un peu dure. On sent aussi pas mal de résistance, ce qui permet vraiment de faire une mise au point qui est relativement précise. Donc si on regarde devant, ce beau bébé, c'est un nano GL, comme d'habitude, traité pour le flair, traité pour toutes les situations un peu difficiles. 50-142.8, R, LM, OIS, WR. Alors R, c'est pour la bague d'ouverture. LM, c'est pour vous dire que c'est un moteur linéaire au niveau de l'autofocus. OIS, ça veut dire qu'il est stabilisé. Et WR, ça veut dire qu'il est tropicalisé. Et on a des filtres, puisqu'on a ici un pas de vie que vous pouvez mettre à partir d'un diamètre de 72, donc un diamètre relativement standard. Donc comme vous pouvez voir, on est sur une optique qui est extrêmement bien construite, où il n'y a absolument aucun compromis. Contrairement par exemple à son petit frère, le 1655 qui n'a pas de stabilisation, ici il y a absolument tout. Tropicalisation, stabilisation, tous les traitements qui vont bien. On est vraiment sur du haut de gamme. Comme je ne l'ai pas dit, mais on a un bouton ici qui va me permettre d'activer ou de désactiver la stabilisation et on est évidemment sur un badge rouge avec XF Zoom. Maintenant, on va regarder un peu qu'est-ce qui vaut cet objectif-là. Et en termes de piqué, clairement, franchement, j'ai jamais été déçu par cet objectif-là. On va pas regarder des mires, etc. parce que c'est vraiment pas un objectif avec lequel j'ai envie de faire des mires. Il vaut bien mieux que ça. C'est un objectif qui est tout simplement, il tient la dragée haute à toutes les focales fixes. Donc c'est-à-dire que quand vous regardez des mesures scientifiques des images qui sont faites par des focales fixes et par cet objectif-là, grosso modo, on a à peu près le même piqué. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement, extrêmement qualitatif. Alors il faut savoir que le piqué varie un tout petit peu entre les plages focales. C'est sûr qu'on a un piqué purement, mais vraiment exceptionnel à 50 mm et à 140 mm. Et on est un tout petit peu moins bon ici vers le milieu, entre 70 et 90. Mais encore une fois, je sais que c'est difficile à faire passer en vidéo, mais je
pinaille, dans le sens où on est vraiment exceptionnel et au niveau des meilleures focales fixes à 50 et à 140, et on est juste un peu moins bon entre 70 et 90. Enfin, on est à un niveau qui est déjà excellent, hein. Que les choses soient claires, le piqué est bon dès la grande ouverture à 2.8. Il est optimal, et c'est là où il est vraiment exceptionnel, surtout à f4 et à f5.6. Donc c'est assez classique hein, pour ce genre d'objectif-là. On n'a jamais le meilleur piqué de façon dès la grande ouverture, mais le piqué est déjà à un niveau purement étonnant à 2.8. Donc c'est une ouverture qu'on va pouvoir utiliser à outrance et qui va nous délivrer des images absolument dingues. Le piqué diminue ensuite à partir de f8, mais ça c'est assez classique, et la diffraction vient complètement changer la donne et avoir un piqué qui est vraiment très moyen à partir de f11, mais bon, c'est un objectif qu'on va rarement utiliser à partir de f11. En termes de défauts optiques, ça va être très simple, c'est-à-dire qu'il n'en a pas cet objectif. Il n'est pas touché par des aberrations, il n'est pas touché spécialement par de la distorsion, il n'est pas touché, il résiste extrêmement bien au flair. Hein. Par rapport à toutes ses concurrents, c'est un des objectifs qui résiste le mieux au flair. Donc si vous avez le soleil qui est au coin de votre photo et compagnie, vous allez avoir très peu de flair comparé à ce qui peut se faire ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un des points forts de cet objectif-là. Il a un tout petit peu de vignettage, un tout petit peu plus peut-être que les autres, mais enfin, sur ce genre d'objectif-là, le vignettage, bon, un, il se corrige très facilement par l'appareil photo, et deux, il n'est pas très gênant parce que en général, sur le type de photo qu'on fait avec ce genre d'objectif-là, le vignettage est plutôt un atout. Donc, c'est vraiment pas un problème pour moi, le vignettage. Donc, en termes de défauts optiques, vous l'avez compris, pour moi, il est quasiment exempt de défauts optiques. On va regarder rapidement le bokeh, mais là aussi, un 70-200, c'est aussi la capacité à générer un bokeh. Alors, il ne faut pas non plus en attendre des miracles. Je reçois parfois quelques mails de gens qui attendaient beaucoup trop de ce genre d'objectif-là. C'est-à-dire que si vous êtes loin, et si vous faites un plan qui est plutôt large, j'ai pris cette photo-là exprès, vous allez vous rendre compte que c'est sûr, la séparation des plans n'est pas dingue avec ce genre d'objectif. On reste à 2.8. Hein. Donc vous voyez ici, moi, sur un plan où j'étais plutôt loin, sur un plan qui est plutôt large, parce que ici, je voulais vraiment garder l'assiette. Et c'est sûr que la petite fille qui est derrière, elle est floue, mais elle n'est pas non plus dans un bokeh très crémeux qui permet vraiment une grande séparation des plans. Donc ça, il faut en être conscient. On n'est pas sur ce genre d'objectif-là. Il faut vraiment une focale fixe à 1.2 ou à 1.4 pour arriver à créer des séparations des plans quand on est dans une si grande distance. Malgré tout, si vous faites des portraits avec des plans rapprochés, regardez ici, il est collé à l'arbre. Et l'arbre est déjà extrêmement diffus. Il y a déjà une belle séparation des plans. Et regardez la plante qui est juste derrière l'arbre. Elle est carrément méconnaissable. On ne sait même pas que c'est une plante. Donc, on a une séparation des plans. Si vous faites des plans qui sont plutôt rapprochés au 140 mm, je vais remettre les exifs, 140 mm 2.8 qui est extrêmement bonne. Ici, on peut regarder un peu le piqué. Hein. On est sur un piqué. Regardez la maille ici de l'écharpe. C'est vraiment, à un moment donné, regardez la qualité du jean ici, du piqué du jean. À un moment donné, ça devient difficile de faire mieux que ça. Donc voilà, je voulais juste vous montrer un peu de piqué. Encore une fois, ici, je suis un peu plus loin. Hop, vous voyez, on a un bokeh qui est bien rond, hein, un vrai bokeh de qualité. Donc vraiment, la capacité ici à jouer avec une séparation des plans. En plus, ici, si vous arrivez à avoir un peu de distance derrière, vous avez un bokeh qui est étonnant, qui est vraiment étonnant. En termes de piqué, on va regarder plein de photos, mais vous allez voir que le piqué, c'est vraiment pas un sujet sur cet objectif-là. Et vous allez toujours obtenir un piqué qui est d'un très grand niveau. On va regarder quelques photos, mais hop, ici, voyez, regardez le détail sur le maquillage, sur les yeux. On est vraiment sur quelque chose qui est vraiment très qualitatif. C'est vraiment un excellent piqué. Ici, on est au 50 mm. Ici, on est au 140 mm. Regardez le détail sur ce pélican. Sur les plumes, sur l'œil, là, on est zoomé à 100%. Hein. Donc souvent, je vous dis, zoomez pas à 100%, c'est trop exigeant avec les objectifs. Enfin, franchement, là, on voit que, bon, on est sur du très haut de gamme. Et on est à un prix très haut de gamme, mais franchement, il vaut vraiment son prix. Bon, voilà, on regardera peut-être d'autres photos tout à l'heure. En termes d'autofocus, on est exigeant avec ce genre d'objectif-là parce qu'on a besoin d'un autofocus performant. Très clairement, ici, dans la petite sélection de photos que j'ai faites au fil des années avec celui-là, je vous ai pris des photos où j'ai fait
lors d'un spectacle, par exemple, avec des dauphins, clairement, on a les dauphins qui surgissent de l'eau. On n'a pas une seconde pour faire la mise au point. On a besoin d'une mise au point qui va aller très très vite si on veut avoir la bonne image. Et ça tombe bien parce que ici, on a un autofocus qui va très très vite, avec lequel je l'ai soumis à peu près à toutes les situations possibles et imaginables. Et il a toujours répondu à l'appel, hein. Ici, clairement, il est en train de balancer, de projeter le soigneur en l'air. Vous voyez, ici, ça répond extrêmement bien. La mise au point est précise. On n'a vraiment aucun problème avec ce genre d'objectif-là, hein. Je l'avais mis aussi à l'épreuve lors de photos animalières. Et pareil, ça répond très très bien. Regardez ici, on est bien sur l'œil, on est bien sur l'animal, pas de problème. Pareil sur celui-là. Alors que pourtant, ça va très très vite, hein. Il s'est lancé ici de la petite fenêtre qui était là. Clairement, il avait vraiment pas longtemps pour faire la mise au point. Et ici, c'est des photos que j'avais faites avant la sortie du XT3 avec un XT2. Donc avec un XT3, on a encore plus de rapidité, hein. Donc clairement, ici pareil, lors d'une séance de tyrolienne, pareil, ça va très très vite et on peut voir que les photos sont bien réussies. Et je peux zoomer, hein, pour regarder le piqué. Et le piqué, bah, il est purement excellent, hein. Il est purement parfait ce piqué. Je vois même pas comment on peut faire mieux. Voilà, une belle séparation des plans ici à 2.8, quelque chose qui marche extrêmement bien, qui est qualitatif, qui répond à ce pourquoi on paye finalement et à ce dont on en attend. Voilà pour l'autofocus. La stabilisation, elle est dingue. C'est simple, elle est purement dingue la stabilisation. C'est-à-dire que j'ai refait des tests là parce que j'ai voulu le mesurer, mais on est à 4,5 stops de stabilisation. C'est-à-dire que jusqu'à 4,5 stops de stabilisation, vous avez plus de 50% de vos photos qui sont bonnes. C'est purement exceptionnel. Souvent, dans la plupart des objectifs, on a 1 ou 2 stops de stabilisation. On a du mal à aller à 3 stops. Là, on est à 4,5. C'est tout simplement un des objectifs les mieux stabilisés que j'ai jamais utilisé dans ma vie. Donc, j'ai regardé un peu ce que disaient les autres avant de faire ce test-là, et les autres disent exactement la même chose. Je lisais un test sur Lenstip qui disait que eux, ils avaient même essayé de voir s'ils avaient un objectif chez Panasonic qui était mieux stabilisé que celui-là, et il arrivait à battre même les objectifs de Panasonic. Donc, en termes de stabilisation, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux, hein. Fuji a fait certes un objectif qui est un peu gros, mais avec une stabilisation qui est purement étonnante et qui va vous permettre de descendre énormément en ISO si vous êtes en basse luminosité et que ça bouge pas trop. Donc ça va être vraiment un gros avantage. Ensuite, je veux juste vous préciser qu'il est compatible avec des téléconvertisseurs, cet objectif. Donc, il est compatible avec le téléconvertisseur 1.4 fois ou un multiplicateur, hein, par 1,4 ou un multiplicateur à 2 fois. Donc, il est vendu en plus en kit avec le multiplicateur à 1.4. Donc, sachez que ce kit existe. La plupart des gens qui me contactent ne sont pas au courant que ce kit existe et c'est dommage. Moi, je vous conseille, si vous achetez le 50-140, de faire l'effort supplémentaire pour acheter le téléconvertisseur qui est en kit. Il est vendu généralement pour à peu près 200-250 € supplémentaires en plus du 50-140. Et vraiment, ça vaut le coup parce que je vois beaucoup de propriétaires du 50-140 qui, une fois le 50-140 dans les mains, se disent « Ah mais ouais, mais finalement, j'aurais bien aimé pouvoir pousser la focale à 200 mm au lieu des 140 mm » et qui doivent acheter le téléconvertisseur à plein tarif. Ce téléconvertisseur-là, c'est juste une petite pièce que vous allez rajouter au bout de votre objectif et qui va vous permettre d'avoir un 200 mm de grande qualité sans modifier l'autofocus. Donc ça vaut vraiment le coup, si vous investissez dans un 50-140, d'investir dans ce téléconvertisseur qui va vraiment pas beaucoup abîmer le piqué. J'ai fait un test, hein, du téléconvertisseur si vous voulez aller le voir, donc je n'en reparle pas ici, je ne vous remonte pas des photos, mais ça vaut le coup. Moi en tout cas, si vous achetez un 50-140, je vous conseille de prendre le téléconvertisseur, sauf évidemment, des fois il y a des promos, des cashbacks qui vont permettre d'avoir le 50-140 beaucoup moins cher et le kit avec téléconvertisseur n'est pas soldé. Bon, bah dans ce cas-là, effectivement, ça se... Mais si vous achetez ça, vérifiez quand même le prix avec le téléconvertisseur. Moi, j'ai tendance à vous le conseiller. Je ne vous l'ai pas montré, mais on a ici un pare-soleil qui vient se fixer devant, pare-soleil sur lequel en plus il y a une petite trappe. Si vous mettez un filtre polarisant, vous allez pouvoir régler le filtre polarisant par cette petite trappe. Ici, je vais vous l'ouvrir. Vous voyez. Hop. Et je crois qu'on commence à avoir fait le tour de cet objectif-là. On va regarder un peu plus de photos si vous voulez, mais c'est un objectif que vous pouvez amener partout. C'est un objectif qui évidemment va se prêter à la photo de concert, évidemment. Hop. C'est un objectif qui va se prêter à la photo de sport, à la photo d'action.
Je me suis même autorisé de faire un peu de paysage. En 50 mm, on peut même faire un peu de paysage si on en a envie, ici à Paris. Toujours avec ce piqué qui le caractérise. J'ai même fait de la photo de paysage à Valençol. Hein. Pourquoi se priver? Et évidemment de l'animalier. Hein. Il n'y a vraiment aucune raison de se priver. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce 50-140. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de défauts à noter. Hein. Le défaut, c'est 1, bah, il est un peu cher. 2, il est un peu gros. 3, il est un peu lourd. Mais ça, c'est les caractéristiques même d'un 70-200 2.8. Hein. C'est toujours un peu cher, c'est toujours un peu lourd, c'est toujours un peu encombrant. Mais ce qui est important, c'est que Fuji a réalisé là un objectif de très haut de gamme qui ne va jamais vous lâcher et qui va toujours répondre au présent. Et ça, c'est vraiment ce qu'on en attendait de lui. Le petit défaut quand même, j'ai failli l'oublier, c'est la distance de mise au point. Hein. La distance de mise au point, elle est de 1 mètre sur cet objectif-là. C'est une distance de mise au point pour un 70-200 qui est extrêmement standard. Si vous regardez la plupart des 70-200, ils ont tous 1 mètre de mise au point de distance minimale. Malgré tout, on a même Canon qui fait des 1,20. Hein. Mais malgré tout, chez Fuji, on a toujours été habitué à avoir des distances de mise au point plus réduites. C'est une des caractéristiques des objectifs Fuji. Ici, ce n'est pas le cas. On est sur quelque chose de purement standard avec 1 mètre. 1 mètre, parfois, quand on est au 50 mm, ça peut paraître un peu long. Mais bon, voilà, c'est clair. Je voulais le noter quand même. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce test et tous les autres, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. En commentaire, vous pouvez me dire, vous, si vous l'avez testé, 70-200, et qu'est-ce que vous en avez pensé. Même si vous avez été déçu, n'hésitez pas à le poster en commentaire, ça sera utile pour les autres. Et si vous débarquez chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!